Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! Un lundi matin pluvieux à Neuilly-sur-Seine, alors que les gouttes tombaient avec persistance sur les pavés luisants, Élodie descendit du bus, tenant fermement son parapluie bon marché. Devant elle s'élevait la grille imposante de la Villa Beaumont, une propriété si luxueuse qu'elle l'avait déjà aperçue dans un reportage sur les demeures des fortunes françaises. Elle n'aurait jamais imaginé y mettre un jour les pieds. Pourtant, après des semaines de chômage et de candidatures restées sans réponse, cette offre de femme de ménage à temps plein semblait presque miraculeuse. Elle resserra son manteau trop grand contre elle et s'avança jusqu'à l'interphone. « Madame Élodie Rousseau ?» grésilla une voix froide. La grille s'ouvrit dans un grondement métallique. La villa était digne d'un conte, façade blanche à colonnade, jardin taillé au millimètre, et parfaitement rectiligne, et un bassin en pierre où flottaient des nénuphars malgré la saison. Mais ce qui frappa Élodie en entrant dans la demeure, ce ne fut pas la beauté des lieux. C'était le silence. Un silence pesant, presque solennel. Pas de rire, pas de bruit de pas, aucun fond musical. Une femme sèche aux cheveux gris, vêtue de noir, l'accueillit dans l'entrée. Madame Lefebvre, gouvernante. Suivez-moi. Pas de questions. On n'entre pas au premier étage. Jamais. Élodie obéit. Elle reçut une carte avec le plan de la maison, la liste des tâches journalières repassage, dépoussiérage, entretien de l'argenterie et un simple avertissement, le petit ne parle pas. Ne cherchez pas à le faire parler. Intriguée, Élodie hocha la tête sans poser de questions. Le petit? Le fils du propriétaire? Celui qu'on appelait, dans les couloirs, le fantôme de l'étage? Très vite, elle remarqua que tout le personnel l'évitait soigneusement. Certains chuchotaient dans la cuisine qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même depuis la disparition de sa mère. D'autres affirmaient qu'il n'avait plus prononcé un mot depuis 2 ans. Élodie sentait bien que quelque chose clochait. Mais elle n'était pas là pour poser des questions, elle avait besoin de ce travail. Les jours suivants, elle parcourait les longs couloirs carrelés, astiquait les rampes dorées des escaliers en colimaçon, alignait les coussins sur les canapés de velours prune dans le salon Louis XVI, tout en ressentant constamment un regard dans son dos. Quelqu'un l'observait. Parfois, elle trouvait une chaise déplacée, un jouet oublié, une page de carnet de dessin posée à même le sol. Un enfant dessinait, c'était sûr, mais pourquoi ces dessins représentaient-ils une femme en bleu, exactement comme son uniforme? Un jour, alors qu'elle lavait les carreaux de la véranda, elle leva les yeux et le vit. Un garçonnet, pâle, les cheveux blonds cendrés, vêtu d'un pull beige trop grand, l'observait depuis la balustrade du premier étage. Leurs regards se croisèrent. Il ne bougea pas, ne sourit pas, mais ne détourna pas non plus les yeux. Puis, en silence, il fit demi-tour et disparut. Élodie en resta figée. Il y avait quelque chose dans ce regard. Un mélange de vide et d'espoir. Le lendemain, elle retrouva sur la table de la cuisine un dessin glissé sous une pomme. La même silhouette en bleu. Elle regarda autour d'elle. Le garçon n'était pas là. Mais le lendemain encore, il la suivait des yeux. Alors, sans savoir pourquoi, elle commença à lui parler à voix haute, comme on parle à un chat sauvage. Elle lui racontait ce qu'elle faisait, chantonnait des airs de son enfance, lui racontait des anecdotes banales. Il n'y avait jamais de réponse. Mais petit à petit, les silences se remplissaient de présence. La gouvernante s'en aperçut vite. Il ne faut pas l'encourager. Il est instable. Mais Élodie n'écoutait plus. Quelque chose d'instinctif la poussait vers lui. Elle lui préparait parfois des goûters qu'elle laissait sur le rebord des escaliers. Un jour, elle retrouva une figurine Playmobil posée devant sa porte. Un cadeau muet. Puis, un soir, alors qu'elle s'affairait dans le bureau de M. Beaumont rentré exceptionnellement tôt de Paris, le garçon descendit lentement l'escalier, traversa la pièce sans un mot et se serra contre elle. Tout le monde s'arrêta. Le milliardaire leva les yeux de son ordinateur, interloqué. Le garçon leva les yeux vers Élodie, la toucha doucement à la joue, et s'en alla, aussi silencieusement qu'il était venu. Elle resta là, tremblante, les yeux humides.
Monsieur Beaumont, lui, resta figé. Puis, comme s'il se ressaisissait, il se replongea dans son écran. Mais Élodie comprit à son froncement de sourcils qu'il avait vu ce qu'elle avait vu, le lien naissant. Et ce n'était que le début. Depuis ce soir où le garçon s'était blotti contre Élodie, un changement imperceptible s'était opéré dans l'air de la villa Beaumont. Ce n'était pas quelque chose de visible, ni même de tangible, mais on pouvait le sentir dans la façon dont la lumière entrait par les baies vitrées, dans les pas moins lourds du personnel, dans les rideaux qui flottaient un peu plus librement. Le silence n'était plus un mur épais, c'était devenu un voile, prêt à être soulevé. Le petit garçon, que tout le monde appelait simplement Léo, n'était plus seulement une ombre. Il commença à apparaître aux côtés d'Élodie de plus en plus souvent. Le matin, elle le trouvait assis sur le banc de la cuisine, les jambes ballantes, les yeux curieux. L'après-midi, il l'attendait devant la serre pendant qu'elle arrosait les plantes. Il ne parlait toujours pas, mais son regard disait mille choses. Élodie, elle, n'essayait pas de le forcer. Elle lui parlait comme on parlerait à un vieil ami revenu d'un long voyage avec douceur, patience, naturel. Elle lui racontait ce qu'elle cuisinait pour le personnel, lui décrivait les différents types de plantes, lui montrait les objets anciens dans la bibliothèque. Léo, en retour, répondait par des gestes discrets, un hochement de tête, un dessin, un petit sourire timide. Un jour, en nettoyant le salon, elle découvrit une feuille de papier glissée sous le tapis. Un dessin. Encore un? Cette fois, ce n'était pas une femme en bleu, mais deux personnes côte à côte, une grande avec des cheveux bruns, une plus petite avec une coupe au bol. Dessus, au crayon maladroit, moi avec une flèche vers l'enfant, et à côté, écrit en lettres majuscules un peu tremblantes. Maman? Le cœur d'Élodie se serra. Était-ce un mot qu'il avait copié? Une question? Une mémoire? Une confusion? Elle n'osa pas poser la question à voix haute, de peur de briser ce lien si fragile. Mais l'image resta gravée dans son esprit. Elle décida de garder le dessin, de le plier précieusement et de le glisser dans la poche de son tablier. La gouvernante, Madame Lefebvre, commençait à s'inquiéter. Elle l'apprit à part un matin, la voix serrée, « Vous ne devriez pas l'encourager. Ce garçon a traversé l'enfer. Il ne vous connaît pas. Il vous idéalise. » Élodie répondit d'un ton calme, « Peut-être. » Mais il sourit. Et il recommence à vivre. Le soir même, pendant qu'elle rangeait la vaisselle, elle sentit une présence derrière elle. Léo? Immobile, les bras le long du corps. Il la fixait avec intensité. Et puis, dans un souffle rauque, presque inaudible, il articula. « Maman? » Le monde s'arrêta. Le torchon tomba de ses mains. Une assiette glissa de l'évier et éclata au sol. Mais elle n'entendait rien. Juste ce mot. Ce mot qu'il n'avait pas dit depuis 2 ans. Ce mot qu'il avait eu pendant 1000 jours de deuil et de silence. Ce mot qui brisait toutes les digues de la douleur. Elle s'agenouilla lentement. Léo s'avança, les yeux brillants. Il ne semblait pas comprendre ce qu'il venait de faire. Mais il le ressentait. Il posa ses mains sur ses épaules et répéta, plus fort. « Maman? » Madame Lefebvre entra en trombe, alertée par le bruit de la vaisselle cassée. Elle vit la scène et pâlit. « Mon Dieu! Il a parlé. » Ce soir-là, la villa tout entière fut secouée. Monsieur Beaumont fut averti immédiatement. Il rentra de son dîner d'affaires en urgence, furieux, déboussolé. Il convoqua Élodie dans son bureau, un espace froid, plein de boiseries et de silence pesant. Il ne lui demanda pas si c'était vrai. Il savait. Il l'avait vu dans les yeux du personnel, dans les dessins que Léo collait désormais sur les murs, dans le mot inscrit partout, « Maman ». « Qu'est-ce que vous lui avez fait » demanda-t-il, les poings serrés. Élodie répondit sans hausser la voix, « Je l'ai écouté. Je ne lui ai rien demandé. Je l'ai laissé venir. » Mais pour Beaumont, ce n'était pas une réponse. Il craignait que Léo souffre. Que ce mot réveille des douleurs. Que cela ruine les années de suivi thérapeutique, les espoirs enfouis. Il lui interdit tout contact seul avec l'enfant. Il fit supprimer les dessins. Il fit remplacer les shifts d'Élodie. Mais il était trop tard.
Le lendemain, à l'heure du goûter, Léo descendit seul, les yeux déterminés. Il se posta devant le salon, regarda son père droit dans les yeux, et dit, d'une voix plus assurée. « Je veux voir maman. » La stupeur. Le silence. Et une vérité impossible à ignorer. Beaumont ne comprenait pas. Pourquoi cet enfant, si replié sur lui-même, voyait en cet inconnu une mère? Pourquoi ce lien, ce regard, cette familiarité? Il fit alors ce que tout homme de pouvoir fait face à l'inexplicable, il ordonna une enquête. Sur elle, sur sa famille, sur son passé. Mais il n'était pas prêt pour ce qu'il allait découvrir. Monsieur Beaumont, assis dans son bureau de style Empire, fixait l'écran de son ordinateur sans réellement voir les chiffres qui défilaient. Son monde si méticuleusement organisé, millimétré, contrôlé était en train de se fissurer. Depuis que Léo avait prononcé ce mot tabou, « Maman », la villa n'était plus la même. Plus encore, il le répétait. Chaque matin. Chaque soir. À chaque apparition d'Élodie dans une pièce. Et il ne le disait pas comme un enfant qui aurait simplement rattaché un mot à une figure maternelle. Non. Il le disait comme s'il reconnaissait quelque chose. Quelqu'un? Beaumont ne pouvait l'accepter. Il avait passé 2 ans à essayer d'effacer la douleur de son fils, à éloigner de lui tous les déclencheurs possibles, à entourer le silence de murs protecteurs. Et voilà qu'en quelques jours, une simple employée faisait ressurgir tout ce qu'il avait tenté d'enterrer. Il engagea un détective privé. Un professionnel discret, habitué aux cas délicats. Objectif, tout savoir sur Élodie Rousseau. Origine, passé, famille, archives médicales, éducatives, judiciaires. Tout. En parallèle, il ordonna à la gouvernante de confisquer tous les effets personnels de la jeune femme, y compris une vieille photo en noir et blanc qu'elle gardait cachée dans un livre, représentant une fillette inconnue aux yeux clairs. Pendant ce temps, Élodie sentait bien que quelque chose clochait. Les regards changés. Les silences tendus. Les rumeurs dans la cuisine. Mais le plus troublant était Léo. L'enfant devenait de plus en plus expressif. Il ne parlait pas beaucoup, mais il dessinait. Des maisons. Des forêts. Des femmes aux longs cheveux. Et un même symbole qui revenait sans cesse, une barrette en forme d'étoile. Un après-midi, Élodie retrouva une vieille boîte dans la lingerie, sans doute oubliée. À l'intérieur, un médaillon brisé, une dent de lait, un dessin très ancien, et une barrette. En étoile. Identique. Son cœur manqua un battement. Elle en avait une pareille, lorsqu'elle était enfant. La vérité commença à percer dans les marges de sa mémoire. Des souvenirs phrases. Un jardin. Des rires. Une chanson fredonnée. Une voix douce qui disait « Élodie, va chercher ta sœur ». Mais elle n'avait pas de sœur. Du moins, c'est ce qu'on lui avait toujours dit. Elle se rendit dans sa chambre, fouilla dans ses maigres affaires et retrouva la vieille photo. Au verso, elle n'avait jamais remarqué ce qui semblait être une écriture au crayon, pour mes filles, Élodie et Camille 1992. Camille? Ce prénom déclencha une avalanche de souvenirs oubliés. Camille? La femme sur les portraits de la villa. La défunte épouse de Monsieur Beaumont. La mère de Léo. Et peut-être, sa sœur. Quand Beaumont reçut le rapport du détective, il dut s'asseoir. Il lut 2 fois. 3. Et son monde s'écroula. Élodie Rousseau, née à Reims, 1990. Orpheline à 2 ans. Placée en foyer après un incendie ayant coûté la vie à ses parents biologiques. Dossier d'adoption jamais finalisé. Placement répété. Amnésie partielle. Camille Rousseau, née 1988. Adoptée à l'âge de 4 ans par la famille Beaumont. Aucun lien de parenté direct déclaré à l'époque. Mais les tests génétiques. Car oui, Beaumont était allé jusqu'à prélever, en secret, un échantillon d'ADN sur une brosse d'Élodie. Et les résultats venaient d'arriver. Compatibilité biologique, 99,997%. Élodie n'était pas une simple employée. Elle était la sœur biologique de Camille. La tante de Léo.
Et sans le savoir, elle était entrée dans la vie du garçon comme une évidence génétique. Un miroir d'amour passé. Sous le choc, Beaumont convoqua Élodie. Il déposa le dossier devant elle, les résultats, les photos, le médaillon. Et il lui dit simplement. « Je sais. » Elle resta figée. « Vous savez quoi? Que vous êtes sa famille. Que vous êtes, la sœur de Camille. » Elle porta une main à sa bouche. Elle comprit que les fragments de souvenirs, les sensations étranges en entrant dans cette maison, tout avait un sens. Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les contenir. Je ne savais pas. Je n'ai jamais su. Beaumont n'avait plus de colère. Seulement du vide. Et un doute immense. Comment n'avait-il jamais su que Camille avait une sœur? Pourquoi sa femme avait-elle caché cela? Mais les questions furent balayées par la réaction de Léo. Ce dernier, qui entendit des voix élevées dans le bureau, entra sans frapper. Il vit les papiers sur le bureau. Le médaillon. Et dans les yeux d'Élodie, il vit la réponse. Il s'approcha. Tira doucement sur sa manche. « Tu es la sœur de maman? » demanda-t-il. Élodie hocha la tête. Il sourit. Puis murmura. « Alors, tu es un peu ma maman aussi, non? » Elle l'enlaça. Fort? Longtemps. Trop longtemps pour que ce soit simplement un geste. Et dans le regard de Beaumont, il n'y avait plus de doute. Il y avait la vérité. Et un choix à faire. Les jours qui suivirent furent étranges, suspendus. La révélation du lien familial entre Élodie et Camille s'était répandue dans la villa Beaumont comme une onde de choc. Le personnel n'en revenait pas. Ceux qui murmuraient derrière les rideaux évitaient maintenant le regard d'Élodie. Madame Lefebvre elle-même, si stricte et distante, l'avait prise à part pour lui dire à mi-voix, Camille parlait parfois d'une étoile. Je n'avais jamais compris ce que ça voulait dire. Maintenant je sais. Mais le plus bouleversant restait Léo. Le petit garçon, jusque-là silencieux et brisé, avait trouvé dans Élodie bien plus qu'un substitut. Il avait retrouvé un bout de sa mère. Sa façon de lui caresser les cheveux, son odeur, même son rire. Il ne la quittait plus. Le matin, il l'attendait devant sa chambre. Le soir, il s'endormait en tenant sa main. Et pourtant, Élodie savait que sa présence posait problème. Beaumont n'avait jamais dit les mots, mais son regard trahissait sa lutte intérieure. Il la voyait. Il la comprenait. Mais il avait aussi peur. Peur de perdre le peu d'équilibre qu'il avait su préserver après la mort de Camille. Peur que Léo s'attache trop. Peur que ce lien ne soit qu'un mirage. Un matin, alors que le soleil baignait la salle à manger d'une lumière dorée, Élodie déposa une lettre sur la table. Une simple enveloppe. Dedans, un mot. Merci. Mais il faut que je parte. Pour vous laisser reconstruire. Et elle partit. Sans fracas. Sans adieu. Léo ne comprit pas. Il la chercha pendant des jours. Il appelait, encore et encore, maman. Maman Élodie? Mais elle ne revenait pas. Il recommença à se renfermer. Ne plus manger. Ne plus parler. Le silence revint comme une tempête. Beaumont s'effondra. Il avait eu peur du chaos, et c'est le vide qui l'avait englouti. Pendant ce temps, Élodie s'était réfugiée dans une maison modeste en Bourgogne. Une amie d'enfance l'avait accueillie. Elle vivait simplement, entre un petit potager et une école de campagne où elle aidait comme bénévole. Elle essayait de tourner la page. Mais rien ne faisait taire le manque. Pas même les enfants du village. Car Léo n'était pas un simple enfant dans sa vie. Il était la trace de Camille, le prolongement de quelque chose qu'on lui avait volé à la naissance. Elle ne dormait plus. Puis, un matin, on frappa à sa porte. Quand elle ouvrit, elle vit Léo. Debout, tenant la main de son père. Et dans l'autre main, il serrait une vieille barrette en forme d'étoile. « Tu es chez toi ici? » demanda-t-il. Elle hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Alors, je peux rester aussi? » Beaumont prit la parole. « J'ai été lâche.
Tu es la seule personne qui ait su lui parler. Je me suis battu pour le protéger. Mais toi, tu l'as guéri. Et tu m'as guéri aussi. Il sortit une enveloppe de sa veste. Un acte officiel. Une demande de cogarde légale. Pas une adoption. Pas une formalité. Un engagement. Tu es sa famille. Et tu es ma famille maintenant. Élodie tomba à genoux, prenant Léo dans ses bras. Il lui caressa les cheveux. T'as toujours été ma maman. T'étais juste un peu perdu. Les mois suivants furent une renaissance. La villa Beaumont fut transformée. Moins stricte. Plus vivante. Des fleurs poussaient là où il n'y avait que gravier. Des rires remplissaient les couloirs. Et Léo? Léo grandissait, avec deux repères, son père, solide comme un roc, et sa tante-maman, douce comme un souvenir revenu à la vie. Et entre Beaumont et Élodie, quelque chose d'inattendu naquit. Pas une romance immédiate. Mais une complicité rare. Faite de respect, d'admiration, de silence partagé au coin d'un livre, de regards échangés au moment des repas. Une promesse silencieuse, peut-être. Un jour, Léo demanda. « Vous allez vous marier ?» Ils rirent. Puis se regardèrent. Et ne dirent rien. Mais dans le cœur de chacun, la réponse était déjà là. Car parfois, la famille ne naît pas dans une maternité. Elle se construit, un regard, une parole, un miracle à la fois. Et Élodie, la femme de ménage, n'était plus une employée. Elle était chez elle.